Alors aujourd'hui, on va plonger dans les fondations des réseaux de neurones pour rencontrer deux véritables architectes, les fonctions sigmoïdes et tan. Ce sont elles les premières qui ont appris aux machines à voir au-delà des lignes droites, à comprendre les schémas vraiment complexes du monde qui nous entoure. Et oui, c'est la question fondamentale. Parce que les modèles linéaires, c'est bien, mais c'est limité. Le monde réel, lui, il est tout sauf linéaire. Il est chaotique, plein de courbes, de nuances. Les réseaux de neurones avaient absolument besoin d'un outil pour capturer cette complexité, pour déchiffrer les relations cachées dans les données. Ok, voilà le plan de vol pour notre exploration. On va commencer avec l'étincelle de génie, la non-linéarité. Ensuite, on va rencontrer nos deux pionniers, les mettre face à face dans un duel technique. Puis on s'attaquera au grand drame qui a failli les faire disparaître, avant de voir ce qu'il reste de leur héritage aujourd'hui. Alors pour répondre à notre question du début, il faut regarder au cœur du réacteur, au centre même de chaque neurone artificiel. C'est là que se cache une sorte de porte de décision mathématique qui change absolument tout. Et cette porte, on l'appelle la fonction d'activation. Sans elle, franchement, tout s'écroule. Un réseau de neurones, même avec des milliers de couches, ne serait rien de plus qu'un modèle linéaire tout simple, incapable de comprendre une image ou de traduire une phrase. C'est cette fonction d'activation qui donne au réseau sa puissance et sa capacité à apprendre. Bon, maintenant qu'on a planté le décor, petit voyage dans le temps. Pour résoudre ce problème de non-linéarité, les premiers chercheurs ont dû être malins. Et c'est justement là que nos deux protagonistes du jour font leur grande entrée. Et d'où vient cette idée ? Eh bien, comme souvent au début de l'IA, on a tout simplement regardé ce qui se passait dans notre propre cerveau. L'idée, c'était d'imiter le déclenchement d'un vrai neurone. Un neurone biologique, en gros, c'est un interrupteur. Soit le signal est assez fort et il s'active, soit il ne se passe rien. On, off. Sigmoïd et tan ont été créés pour reproduire exactement ça. Allez, place au grand duel, présentons nos deux combattants. Elles se ressemblent beaucoup, mais ce sont leurs petites différences qui vont avoir des conséquences énormes sur les performances des réseaux de neurones. D'abord, la fonction sigmoïde. C'est la pionnière, la classique. Sa marque de fabrique, cette fameuse courbe en forme de S. Son super pouvoir, c'est de prendre n'importe quel nombre, qu'il soit immense ou minuscule, et de le ramener sagement dans un intervalle entre 0 et 1. C'est juste parfait pour prédire des probabilités, par exemple qui par nature doivent être entre 0 et 1. Et face à elle, on a sa cousine, la fonction tanche. Même look, même courbe en S, mais avec une personnalité un peu différente. Son truc à elle, c'est de tout compresser entre -1 et 1. En fait, pour être tout à fait exact, tanche, c'est juste une fonction sigmoïde qu'on aurait un peu étirée et décalée. Mais ce petit changement, on va le voir, ça change tout. Là, l'image parle d'elle-même, non ? Regardez bien la différence. La courbe de tan est parfaitement centrée sur 0. Une entrée négative donne une sortie négative. Une entrée positive donne une sortie positive. Logique. La sigmoïde, elle, est toujours coincée au-dessus de 0. Elle ne produit que des valeurs positives. Alors pourquoi c'est si important ce centrage sur 0 ? Eh bien ça aide à faire en sorte que les données qui passent d'une couche à l'autre du réseau soient bien équilibrées. Et en pratique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le réseau apprend plus vite, il converge plus rapidement. C'est la raison pour laquelle Tanash a longtemps été la grande favorite pour les couches cachées des réseaux. Mais l'histoire s'arrête trop belle si elle s'arrêtait là. Nos deux pionniers partagent un défaut de fabrication, un véritable talent d'Achille qui est devenu de plus en plus problématique à mesure que les réseaux devenaient plus profonds. Pour bien comprendre le problème, il faut faire un petit détour par la salle des machines. En gros, un réseau apprend en comparant ses prédictions à la réalité. Il calcule son erreur, puis il envoie un signal d'alerte vers l'arrière, couche par couche, pour dire « Hé, corrigez-vous !» La force de ce signal, c'est le gradient. Et le gradient, c'est simplement la pente de la courbe de notre fonction. Plus la pente est forte, plus le signal est fort. Et c'est là qu'est le problème. Si on regarde à nouveau nos courbes en S, on voit que sur les bords, pour les très grandes ou très petites valeurs, elles deviennent presque plates. Et une courbe plate, ça veut dire une pente, donc un gradient, proche de 0. Résultat, le signal d'erreur devient un tout petit murmure, il s'évanouit. L'analogie du téléphone arabe est parfaite ici. Imaginez que le message d'erreur est chuchoté de la dernière couche à la première. Sauf qu'à chaque étape, si le gradient est quasi nul, le volume baisse drastiquement. Au bout de dizaines de couches, les premiers neurones de la chaîne n'entendent plus rien du tout. Ils arrêtent tout simplement d'apprendre. On aurait pu penser que c'était la fin du jeu pour nos courbes en S. Mais en réalité, ce problème a été un formidable moteur d'innovation. Il a forcé toute la communauté scientifique à trouver des solutions créatives. Et là, c'est une véritable explosion d'idées. Des chercheurs du monde entier ont proposé des tas de variantes, chacune essayant de corriger la courbe en S pour que le gradient ne disparaisse plus. On a vu apparaître des versions modifiées, des hybrides, toute une nouvelle génération de fonctions d'activation. Et ce graphique illustre parfaitement cette évolution. Prenez une fonction moderne comme Silou, par exemple. C'est un peu le meilleur des deux mondes. Elle combine l'idée de la sigmoïde avec une composante linéaire. Le résultat, c'est une courbe beaucoup plus douce qui ne s'aplatit jamais complètement et qui donne des performances excellentes dans les architectures d'aujourd'hui.
Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que le problème ne venait pas uniquement des fonctions elles-mêmes. C'était aussi lié à la façon dont on entraînait les réseaux. Avec des techniques plus modernes, on a découvert que même les bonnes vieilles sigmoïdes et TAN peuvent encore être très efficaces. Comme quoi, il ne faut jamais enterrer les classiques trop vite. Alors, au final, que faut-il retenir de toute cette saga? Quel est l'héritage de ces fonctions pionnières? Faisons le bilan. En quelques mots, Sigmoid et Tanache ont posé les fondations. Elles ont apporté la non-linéarité. Tanache a souvent été la plus performante grâce à son centrage sur zéro. Leur gros défaut, c'est le gradient qui disparaît. Mais, et c'est peut-être le plus important, c'est justement ce défaut qui a forcé le domaine à aller de l'avant et à inventer les fonctions d'activation modernes. Et ça nous laisse sur une question assez fascinante. On imagine souvent l'IA comme une série de révolutions brutales. Mais l'histoire de Sigmoid et TAN nous montre que le progrès, c'est aussi une évolution, une amélioration continue d'idées fondamentales. Alors, la prochaine grande avancée, ce sera une invention radicalement nouvelle ou juste une mise à jour brillante d'un concept qu'on connaissait déjà? C'est une question qui mérite d'être posée.